Salut à tous, c'est Frédéric Delavier. Ce soir, je voulais vous faire une petite vidéo anthropologique et scientifique pour vous parler d'évolution humaine et pour vous parler des gros et du règne et de la déchéance des gros au niveau évolutif, au niveau de l'espèce humaine. Pour cela, je vous ai écrit un petit texte relativement long qui, je l'espère, vous fera comprendre l'importance du gras et de la graisse dans la survie des individus et dans la survie de l'humanité. Ce petit texte s'appelle « La graisse sauve, la graisse tue ». De tous les grands primates, l'homme est la seule espèce à avoir généré au cours de son évolution cette capacité à pouvoir accumuler beaucoup d'énergie sous forme de graisse afin de survivre aux périodes de pénurie. Mais si l'homme est de loin le primate le plus gras, il n'en a pas toujours été ainsi. Et nos lointains ancêtres qui peuplaient les forêts tropicales d'Afrique subsaharienne il y a plus de 4 millions d'années ne possédaient pas ces réserves graisseuses typiquement humaines. Dans ces forêts tropicales africaines, la nourriture était et est toujours abondante. Et nos ancêtres qui y vivaient il y a plus de 4 millions d'années ne connaissaient pas la pénurie alimentaire, le milieu forestier équatorial leur offrant de quoi manger toute l'année. Bien que les restes des grands primates vivant à ces époques éloignées soient très rares et partiels, le milieu acide des sols forestiers ne permettant que rarement la conservation des squelettes en empêchant leur fossilisation, nos ancêtres arboricoles devaient être très proches morphologiquement des chimpanzés communs, pan-troglodytes. Mais en ayant développé quelques caractères humains, comme un système locomoteur adapté à une bipédie fréquente, comme semblent l'indiquer les rares restes fossiles des grands primates forestiers de cette époque lointaine. À n'en pas douter, ces lointains ancêtres, qui vivaient dans un milieu assez proche de celui de nos cousins, que sont les chimpanzés communs, devaient être soumis à des pressions sélectives similaires. Dans ce milieu riche, où l'absence de restrictions caloriques occasionnelles ne favorisait pas la sélection d'individus capables de stocker de l'énergie sous forme de graisse afin de surmonter et survivre au manque calorique, nos ancêtres de forêt devaient être assez massifs et musclés comme nos cousins les chimpanzés, et comme eux ne possédaient de réserves de graisse s'avérant inutiles à la survie dans ces milieux regorgeants de nourriture. Mais tout cela changea quand, sous l'effet de modifications climatiques, nos lointains ancêtres furent chassés de leurs forêts et se retrouvèrent dans des milieux plus ouverts, comme la savane arborée, vaste plaine herbeuse parsemée d'arbres où la nourriture se faisait plus rare et les périodes de manque calorique plus fréquentes. En effet, dans ce nouveau milieu où les arbres sont moins abondants qu'en forêt, les fruits et les feuillages constituant la grande majorité du régime alimentaire des grands primates ne sont pas assez abondants pour permettre de nourrir efficacement tout un groupe de primates de la stature d'un chimpanzé commun. Et nos premiers ancêtres de savane furent obligés de modifier leur comportement alimentaire. S'ils pouvaient encore compter sur les feuillages et les fruits de quelques arbres poussant en savane, arbres qui leur servaient de refuge occasionnel pour dormir et se protéger des prédateurs, ils devaient largement compenser le manque d'abondance en feuillage et en fruits du milieu de la savane arborée dans lequel ils vivaient par une autre source de nourriture. Les herbes hautes abondantes, couvrant cette vaste étendue herbeuse, si elles étaient et sont encore la source principale de nourriture des grands herbivores peuplant la savane, étaient malheureusement indigestes pour ces primates bipèdes qui ne possédaient pas un système digestif capable de fracturer par fermentation bactérienne la cellulose des herbes fibreuses couvrant le sol de la savane pour en tirer les protéines
les hydrates de carbone et les graisses fondamentales à la survie de nos ancêtres. Nos ancêtres de savane durent donc se rabattre sur de nouvelles sources énergétiques afin de compenser l'absence de feuillage et de fruits, et se tournèrent logiquement vers les tubercules et parfois des restes d'animaux fraîchement tués qu'ils chapardaient à de petits prédateurs ou des prédateurs de taille moyenne, comme les hyènes ou les guépards. Ce passage de la forêt, milieu relativement sécuritaire pour les grands singes, à la savane, qui est un véritable enfer pour les primates de taille moyenne par la rareté des feuillages tendres et des fruits, modifia totalement la biologie, la morphologie et le comportement de nos lointains ancêtres. Alors que les mâles en groupe armés de bâtons pour se protéger des fauves pouvaient arpenter la savane pour aller chercher de la nourriture carnée afin de complémenter leur régime végétarien, les femelles, de leur côté, se retrouvèrent dans une situation dramatique. Bipèdes, leurs petits dans les bras, portés frontalement contre elles à cause de l'absence d'une taille marquée, consécutive à la conservation d'un volumineux système digestif encore spécialisé dans la digestion des végétaux, les femelles de nos ancêtres ne pouvaient pas porter leurs petits sur la hanche comme le font les femmes humaines et par conséquent ne pouvaient pas fuir. Rapidement, les fauves, pour se réfugier dans les arbres, situation terriblement dangereuse, accentuée par le fait que leurs mains utilisées pour porter leurs petits ne pouvaient pas être utilisées pour saisir des bâtons comme le faisaient les mâles afin de se défendre des prédateurs. Cette situation de vulnérabilité poussa les femelles, ou plutôt sélectionna les femelles, qui adoptèrent un comportement totalement différent de celui de leurs ancêtres de forêt. En effet, alors que les femelles des autres grands primates qui vivent en forêt, milieu relativement sûr avec peu de grands fauves, vont chercher elles-mêmes leur nourriture et celle de leurs petits, en savane, la situation est tout autre. Vulnérables, leurs petits dans les bras, les femelles de nos ancêtres de savane étaient obligées de rester près des arbres afin d'y grimper pour s'y réfugier le plus vite possible avec leurs petits à l'arrivée d'un prédateur. Ne pouvant pas s'aventurer avec leurs petits dans les bras dans la vaste plaine herbeuse de la savane grouillant de fauves pour y chercher de la nourriture, leur survie et celle de leurs petits se mit à dépendre de ce que leur rapportaient les mâles. C'est ainsi qu'un nouveau système social, qui devint une originalité humaine, vit le jour avec la naissance de l'échange sexe contre énergie. Les mâles allant gourdins en main arpenter la dangereuse savane pour y trouver leur nourriture et rapportant aux femelles des restes de charogne fraîche qu'ils avaient chapardés à de petits prédateurs, restes de charogne fraîche qu'ils échangeaient aux femelles contre du sexe, de l'épouillage et des caresses, optimisant ainsi par cet apport supplémentaire alimentaire la survie des femelles et de leurs petits et favorisant la transmission des gènes des mâles les plus attachés sexuellement et affectivement à une femelle qu'ils nourrissaient en échange de ses faveurs. Mais si les mâles ne dépendaient que d'eux-mêmes pour se nourrir et n'avaient en général pas trop de problèmes pour trouver de la nourriture en savane, les femelles, qui ne pouvaient pas trop s'éloigner des arbres afin de s'y réfugier au moindre danger, dépendaient quant à elles principalement de l'attention des mâles pour leur alimentation et celle de leurs petits. Attention et générosité masculine souvent proportionnelle à l'attention que leur portaient les femelles, mais qui, parfois, ne permettaient pas de combler les besoins énergétiques des femelles qui, ne l'oublions pas, quand elles portent et allaitent leurs petits, sont obligées de manger pour deux. C'est ainsi qu'un système de sécurité énergétique fut progressivement sélectionné chez ces préhumains, visant à combler les manques énergétiques occasionnels que pouvaient affronter les femelles et d'éviter à celles-ci de graves carences énergétiques pouvant toucher les femelles gravides et allaitantes. Ainsi se développa par sélection génétique des réserves énergétiques de secours permettant aux femelles de ne pas être trop affectées par les manques alimentaires ponctuels dont elles étaient parfois victimes. Les femelles qui avaient donc le plus de chances de pouvoir mener à terme leur grossesse sans problème majeur pour leurs petits et qui résistaient le mieux au stress de l'allaitement, furent les femelles capables de stocker des réserves énergétiques dans leur tissu adipeux. Les adipocytes, contenus dans ces tissus, étant des cellules se remplissant en période d'abondance de lipides extrêmement énergétiques, afin de restituer à l'organisme cette énergie en période de manque calorique.
À la différence des autres grands primates qui vivent dans un milieu forestier riche, permettant de trouver à manger chaque jour, et qui par cela n'ont pas besoin de stocker de l'énergie dans du tissu adipeux, les femelles de nos ancêtres de savane, pour survivre aux périodes de manque et continuer à allaiter correctement leur pays, développèrent du tissu adipeux localisé dans des zones ne gênant pas la locomotion. Localisation graisseuse évitant l'étalement généralisé des adipocytes sous la peau en formant un manteau de gras qui aurait pu générer une surchauffe fatale. C'est pour cela que pour la première fois dans l'évolution des primates, que les fesses des femelles d'une espèce se couvrirent d'une réserve énergétique faite d'adipocytes, se remplissant de lipides pour restituer assez d'énergie en période de crise calorique afin de faire survivre les mamans et leurs petits. Un singe bipède avec des femelles aux fesses rebondies et couvertes de graisse était né, annonçant le règne d'un primate adipeux qui débuta timidement avec les australopithèques et leurs femelles au cul gras. C'est donc, dans un premier temps, par des pressions sélectives sur les femelles, que l'homme est devenu le seul grand primate adipeux. Adiposité féminine associée à une perte musculaire économique. Les femelles n'ayant plus à aller chercher elles-mêmes leur nourriture, les gros muscles énergivores devinrent obsolètes, ce qui leur permit d'utiliser plus spécifiquement cette capacité à accumuler de l'énergie sous forme de gras, non pas pour la restituer lors de la locomotion et de la quête énergétique, mais pour porter et allaiter des petits à croissance lente et à gros cerveau très coûteux en énergie. Petits restant longtemps dépendants de leur mère, mères dépendant de leur côté de l'attention et du nourrissage d'un mâle. L'histoire de l'humanité est donc fondamentalement liée à la graisse et à cette capacité d'accumulation calorique dans des adipocytes pour restituer cette énergie en période de manque. Énergie fondamentale, dans un premier temps, à la survie des mamans, mais aussi à celle de leurs petits. Cette graisse et sa conservation par sélection génétique sauva plusieurs fois l'humanité. Et si actuellement, dans nos sociétés occidentales suralimentées, avec des supermarchés partout, être gras n'est plus fondamental à la survie, et les gros sont maintenant souvent moqués et considérés comme de pauvres malades et des erreurs génétiques, il ne faut pas oublier que dans un univers où l'abondance n'est pas la norme et où la calorie peut venir à manquer, être gros fut souvent le seul moyen de survivre et de transmettre ses gènes. Ainsi, sous l'influence du milieu et de la pression sélective, ce système de stockage énergétique dans des localisations graisseuses se développa dans la lignée humaine, prenant différentes formes en fonction des milieux et des besoins de stockage des espèces, des peuples et des ethnies humaines qui peuplèrent et pour certaines peuplent encore notre planète, générant de nombreux types humains, plus ou moins gras, adaptés à de nombreux milieux humains adipeux, qui, s'ils ont tous en commun d'être gras, ne le sont pas tous pour les mêmes raisons et de la même façon. L'histoire du gras humain et des gros est vraiment fascinante et passionnante. Et il est intéressant de comprendre comment ce gras fut sélectionné, se conserva et se répartit sur le corps en fonction des différents milieux. Quand il m'arrive de revenir en France, je passe dormir chez ma vieille mère, dans un quartier pauvre de logements sociaux, qui a vu sa population totalement changer en quelques décennies, grand remplacé, comme certains le disent. Ce qui n'est pas bien grave, l'important étant que la vie et l'humanité continuent. Cette population est passée d'une population de Français blancs et pauvres à une population presque totalement africaine subsaharienne. Changement qui vient du fait que la politique sociale de la ville de Paris donne principalement les logements sociaux aux familles ayant le plus d'enfants. Ce qui fait que les nouveaux migrants africains, faisant traditionnellement beaucoup d'enfants, se retrouvent prioritairement accédant aux logements sociaux. Remplacement de la population autochtone française, remplaçant la population autochtone française à la fécondité moribonde. Cette population africaine est fascinante à observer. Si les hommes sont souvent secs et musclés, les femmes, quant à elles, contrastent terriblement avec ces derniers. Elles sont souvent assez grasses, avec des fesses énormes couvertes de graisse. Morphologie africaine, féminine, typique liée à leur hyperfécondité qui leur permit, entre autres, d'accéder en priorité aux appartements sociaux parisiens. Cette hyperfécondité des femmes africaines subsahariennes
n'est pas due à un comportement irresponsable en milieu urbain français, mais plutôt à une merveilleuse adaptation génétique au riche milieu africain. En Afrique subsaharienne, le milieu est souvent humide et très lumineux et permet le développement d'une nature luxuriante pouvant nourrir sans problème une vaste population humaine. Mais en contrepartie, si la nature offre de quoi manger en abondance, la flore microbienne foisonne et les pathogènes microbiens sont, en Afrique tropicale humide, la première cause de mortalité. Ainsi, la nature africaine donne autant qu'elle prend. Et si l'on trouve facilement en Afrique de quoi manger, une maladie peut aussi nous emporter rapidement. Un jour, on est vivant, le lendemain, on est mort. Telle est l'Afrique. Pour compenser cette surmortalité microbienne propre à l'Afrique et maintenir une démographie stable, les hommes furent donc sélectionnés génétiquement pour faire beaucoup d'enfants, ce qui modifia sensiblement la morphologie des individus. Ainsi, si les hommes, bien alimentés par le riche milieu africain, sont souvent secs et musclés, et n'ont pas été sélectionnés pour stocker du gras inutile dans ce milieu riche, les femmes subsahariennes devant faire beaucoup d'enfants pour compenser la surmortalité infantile liée aux pathogènes microbiens pullulants en Afrique subirent une pression sélective bien différente à celle de leurs hommes. Ainsi, pour les femmes africaines devant enchaîner les grossesses et les allaitements, il était fondamental de stocker assez de réserves énergétiques dans du tissu adipeux pour pouvoir enchaîner gestation et allaitement pour ne pas carencer les mamans tout en pouvant subvenir aux besoins énergétiques des petits encore au sein. C'est pour cela que même dans un milieu très riche, dans ce milieu très riche de l'Afrique subsaharienne, les femmes sont souvent très grasses pour éviter les carences liées aux grossesses et aux allaitements qui ne cessent de se succéder pour compenser une surmortalité infantile liée à aux nombreux pathogènes africains. Cette morphologie de la femme africaine très grasse, dans l'accumulation de tissus adipeux, se retrouve localisée principalement sur les fesses, morphologie appréciée et recherchée par les hommes africains. Et cette morphologie est recherchée par les hommes africains et elle a pour fonction d'éviter aux femmes africaines de monter en surchauffe, car une répartition graisseuse plus uniforme comme celle des Eurasiennes en particulier, et particulièrement celle des Européennes, qui forment un panicule adipeux plus ou moins épais recouvrant l'ensemble du corps, aurait eu comme inconvénient de constituer un manteau de graisse isolant ne permettant pas la bonne évacuation de la chaleur et pouvant entraîner des montées en température fatale sous les climats équatoriales et tropicales africains. Si l'évolution humaine en Afrique a favorisé l'engraissement des femmes sud-sahariennes et le développement de localisations graisseuses souvent énormes sur leurs fesses, ce qui a fait survivre et prospérer les Africains subsahariens dans des milieux à calories abondantes, mais riches en pathogènes, l'engraissement des Européens, et plus largement celle des Eurasiens, a une toute autre histoire et une toute autre cause évolutive. Si les Européens, les Asiatiques et les Amérindiens viennent originellement tous d'Afrique, cette montée progressive au nord et cette migration vers l'est entraînèrent de nouvelles pressions sélectives. Loin de l'Afrique chaude et humide, à la nourriture abondante, mais où les pathogènes microbiens pullulent, l'Eurasie est un milieu radicalement différent. Moins riche en pathogènes microbiens, le milieu eurasien est plus froid, avec des saisons marquées, et où les hivers glacials, la mort de la nature, et le manque énergétique cyclique modifia la morphologie et la physiologie des hommes, enclenchant la sélection d'individus mâles et femelles, capables d'accumuler dans leurs réserves graisseuses assez d'énergie pour survivre aux terribles hivers du Nord et plus dur encore aux périodes glaciaires qui marquèrent le paléolithique eurasien. Ainsi, les populations humaines remontant d'Afrique colonisèrent progressivement l'Europe et l'Asie, populations humaines ancestrales qui arrivèrent par vagues successives, s'isolant en s'adaptant aux climats européens et eurasiens, tout en se métissant cycliquement avec les nouveaux arrivants toujours plus nombreux, échangeant par ce brassage génétique leurs adaptations génétiques au climat froid et aux rudes hivers eurasiens et européens et eurasiens qu'ils avaient dû affronter aux nouveaux arrivants toujours plus nombreux, évitant par cela beaucoup de casses humaines
pour les nouveaux arrivants sur l'autel de la sélection naturelle. On retrouve donc vers 1,8 million d'années des Homo erectus en Asie et en Europe de l'Est, vers 700 000 ans en Europe des Homo heidelbergensis, entre 400 000 ans et 40 000 ans des Homo neanderthalensis en Europe, vers moins 300 000 ans en Asie des Denisoviens, et entre 100 000 et 45 000 ans arrivent d'abord avec de petites populations et ensuite massivement des Homo sapiens dont nous faisons tous partie, mais qui intégrèrent en eux, d'une façon plus ou moins importante par métissage, les gènes et les adaptations au climat froid des migrants ancestraux, dont les noms Erectus, Heidelbergensis, Neanderthalensis, Denisoviens ne sont que des conventions de chercheurs ayant pour but de faciliter la classification et qui en réalité ne représentent que des groupes humains ancestraux s'étant adaptés à des climats européens et eurasiens avant la dernière arrivée massive de sapiens en Eurasie. Les populations humaines modernes d'Europe, d'Asie du Nord et les populations amérindiennes du Nord, qui sont des migrations asiatiques venues en Amérique par le pont terrestre de la Béringie, aujourd'hui engloutie, qui reliait la Sibérie orientale à l'Alaska lors de la baisse du niveau des océans consécutive aux périodes glaciaires, portent donc en elles des adaptations génétiques aux hivers rudes des terres du Nord. Adaptations au froid et au manque calorique cyclique qui furent héritées soit par métissage avec les migrants ancestraux, soit acquises par sélection génétique, favorisant la transmission du patrimoine génétique des individus les plus adaptés au prix de la disparition sans descendance des individus les moins adaptés. Une des principales adaptations à ces climats froids et à la mort hivernale de la nature chez les Européens, les Eurasiens en général, et bon nombre d'Amérindiens, consiste dans cette capacité à accumuler beaucoup de tissus adipeux dans leurs organismes afin d'avoir des réserves énergétiques pour survivre à la raréfaction des ressources alimentaires en hiver, mais aussi pour se protéger du froid en se couvrant d'un panicule adipeux isolant, comme le font les phoques, afin d'éviter la déperdition de chaleur et de maintenir le corps à une température optimale pour sa survie. Pression sélective qui entraîna un stockage de graisse totalement différent des populations subsahariennes qui, elles, doivent éviter de monter en surchauffe et ont principalement besoin d'évacuer la chaleur et non la conserver. Ainsi, chez les subsahariens, ce sont principalement les femmes qui accumulent du gras et principalement sur les fesses pour avoir assez de réserves énergétiques pour porter à l'été leurs enfants, évitant par cette localisation graisseuse fessière massive de se couvrir d'un manteau de gras sous-cutané qui les ferait monter en surchauffe fatale. Chez les Européens et les habitants d'Eurasie, du Nord, ce sont les femmes et les hommes qui accumulent beaucoup de réserves de graisse pour survivre aux privations caloriques hivernales, se protéger du froid, et pour les femmes pouvoir aussi porter et nourrir leurs petits plus efficacement, comme pour les subsahariennes. Cette façon propre aux habitants du Nord de porter leurs réserves de graisse est donc bien différente de celle des femmes africaines. Au Nord, si les hommes et les femmes sont couvertes en général d'un panicule adipeux sous-cutané plus ou moins épais, selon les populations et la rigueur des hivers, afin de se protéger du froid, les habitants de Sibérie ayant logiquement un panicule adipeux sous-cutané plus important que les Italiens du Sud et les Grecs, les hommes d'Europe et d'Eurasie du Nord ont souvent cette particularité d'être capables d'accumuler des réserves de graisse d'une façon importante dans l'abdomen, tout autour des viscères, donnant chez l'homme occidental moderne vieillissant, suralimenté et sédentaire, un énorme ventre bombé qui fut un avantage énorme pour survivre et est devenu, dans nos sociétés modernes, un grave problème et un facteur aggravant de maladies cardiovasculaires. En effet, alors qu'en climat froid, avec hiver marqué, les femmes stockent le gras sur tout le corps, tout en conservant des localisations graisseuses sur les fesses et les hanches, leur abdomen, comme pour les femmes du monde entier, sous tous les climats et tous les milieux, n'est pas fait pour accumuler du gras viscéral, car à un certain moment,
cet abdomen devra se remplir d'un petit humain en pleine croissance, ce qui ne laisse pas de possibilité à la place à l'envahissement graisseux dans l'abdomen des femmes eurasiennes, ce qui contraste avec les viscères souvent envahis de gras des hommes du Nord. Les hommes du Nord furent donc sélectionnés génétiquement pour être capables, à la bonne saison, d'accumuler beaucoup de gras dans l'abdomen afin de l'utiliser comme réserve énergétique pour passer l'hiver, mais surtout grâce à cette accumulation viscérale de graisse, de bénéficier d'un apport rapide d'énergie. Cette graisse viscérale se trouvant proche des gros vaisseaux sanguins traversant l'abdomen et pouvant être rapidement utilisée pour amener à l'organisme par la circulation sanguine assez d'énergie pour les activités physiques intenses en milieu froid que pratiquaient les hommes du Nord afin de rechercher de la nourriture et de construire des abris pour eux, leurs femmes, leurs enfants et leurs familles. Graisse viscérale typiquement masculine, faite pour fournir rapidement de l'énergie lors des travaux de force, tout en permettant à l'organisme de produire assez de chaleur pour maintenir l'organisme à bonne température dans les climats froids. Mais cette graisse viscérale, si elle optimisa dans un premier temps les probabilités de survie des hommes du Nord, en devenant une source d'énergie facilement disponible pour l'organisme, permettant de travailler tout en se chauffant, est devenue dans nos sociétés occidentales suralimentées un terrible fléau. Dans nos sociétés occidentales d'abondance alimentaire, il n'est plus fondamental aux hommes de se goinfrer à la bonne saison pour accumuler assez de gras et faire des réserves énergétiques afin de survivre à l'hiver et à la mort de la nature. Ainsi, suralimentés, devenus souvent sédentaires, pratiquant de moins en moins d'activité physique, le ventre des hommes du Nord enfle en se remplissant de gras qui se retrouvent en permanence dans la circulation sanguine par la proximité des gros vaisseaux traversant l'abdomen. Cette graisse se retrouvant dans la circulation sanguine, si les vaisseaux sont vieillissants ou en mauvais état à cause d'une alimentation déséquilibrée, finit par s'immiscer à l'intérieur des parois des artères, en mauvais état, les déformant et générant des plaques ou athéromes composés de graisse, de cellules inflammatoires, de tissus fibreux et parfois de calcium qui rigidifient les vaisseaux et rétrécissent leur diamètre interne. Condition générale favorisant la rupture d'une plaque qui pourra finir par boucher une petite artère, augmentant les risques d'ischémie localisée avec une perte de rendement des organes, des nécroses par manque d'apport d'oxygène et de nutriments, et surtout générant de terribles infarctus, qui est une obstruction d'une artère pouvant entraîner une destruction partielle du cœur par nécrose et la mort. C'est pour cela que cette graisse viscérale, qui donnait primitivement un ventre replet et viril aux hommes du Nord, et qui leur permettait d'avoir rapidement de l'énergie pour leurs activités physiques hivernales, est devenue dans nos sociétés modernes, où les hommes sont suralimentés et sédentaires, la cause de nombreuses maladies. La graisse par manque d'activité et par la suralimentation s'accumulant dans l'abdomen des hommes du Nord, générant d'énormes ventres masculins disgracieux, graisse finissant par s'immiscer dans tous les vaisseaux de l'organisme et pouvant générer des bouchons et des lésions artérielles entraînant de terribles maladies, parfois même la mort. Si la graisse permit aux hommes de survivre au Nord, dans des climats froids, dans des zones semi-désertiques très chaudes, les vrais déserts, étant inhabités ou juste traversés occasionnellement, la graisse permit aux hommes de vivre et survivre dans ces rudes conditions où la nourriture venait souvent à manquer à cause des fréquentes périodes de sécheresse. Ces climats semi-désertiques qui s'étendent de l'Afrique du Nord, méditerranéenne, jusqu'au Moyen-Orient, exercent sur les peuples qui y vivent par pression sélective importante, exercent sur les peuples qui y vivent des pressions sélectives importantes qui ont façonné des individus biologiquement capables de survivre au manque calorique lié aux fréquentes sécheresses pouvant entraîner des famines. Dans ces milieux chauds et secs, les hommes, pour éviter une surchauffe fatale, ne peuvent pas se permettre d'être couverts d'un panicule adipeux comme les hommes du Nord. Ils sont donc en général relativement secs, mais peuvent avoir, comme les femmes subsahariennes, des localisations graisseuses très localisées, en général sur les fesses et les hanches, qui touchent principalement les femmes, mais aussi souvent les hommes. Les sécheresses fréquentes entraînant des crises alimentaires, ont donc sélectionné des femmes aux hanches
aux fesses et hauts de cuisses couvertes de graisse, capables d'accumuler dans les adipocytes de ces localisations graisseuses assez d'énergie pour survivre aux disettes et aux famines touchant d'une façon cyclique ces régions semi-désertiques. Ces réserves de graisse permettant aussi aux femmes de mener à terme plus sûrement leur grossesse et d'allaiter leurs enfants en limitant ainsi les carences énergétiques pouvant nuire à la santé des mamans et des bébés. Si dans ces régions semi-désertiques, les femmes, pour survivre aux périodes de manque énergétique, accumulent de la graisse principalement sur les fesses et les hanches, le haut des cuisses est souvent dans la poitrine, il en est souvent de même pour les hommes qui, soumis aux mêmes contraintes, accumulent fréquemment de la graisse sur les cuisses, les hanches et les fesses afin de survivre aux périodes de manque énergétique liées aux sécheresses. Malheureusement, si les peuples de ces régions chaudes, sèches et semi-désertiques allant du sud de la Méditerranée jusqu'au Moyen-Orient ne subissent plus de manque énergétique lié aux sécheresses, les sociétés modernes ayant résolu par la technologie la gestion moderne, les énergies fossiles et les échanges commerciaux internationaux, les problèmes d'accès à l'eau et à la nourriture, l'accès pléthorique à une alimentation abondante, souvent raffinée, a généré sur ces peuples habitués à stocker du gras pour survivre au manque énergétique lié aux sécheresses cycliques, de véritables épidémies d'obésité, avec tout son cortège de maladies graves qui sont associées comme l'hypertension artérielle, l'artérosclérose, les infarctus du myocarde, les AVC, les insuffisances cardiaques et les diabètes de type 2. Situation dramatique qui a fait passer des peuples habitués à vivre dans la frugalité à une suralimentation délirante et incontrôlée, piégeant certaines populations dans des addictions maladives aux aliments sucrés que fournissent les centres commerciaux richement garnis toute l'année et transformant des populations habituées aux restrictions fréquentes et génétiquement faites pour stocker du gras en des peuples ayant les plus grandes quantités d'obèses, comme on peut le constater avec l'Égypte, le Qatar, le Koweït, dont le taux d'obésité avoisine et même dépasse les 50%. La capacité pour les primates humains de stocker de l'énergie sous forme de graisse a donc participé au développement de l'humanité et à son expansion en lui permettant d'affronter des milieux variés et d'y survivre, et est aussi à la base de la conquête territoriale la plus extraordinaire qu'ait réalisée l'espèce humaine avec la colonisation du Pacifique et des îles lointaines que sont Tahiti, Hawaï, l'île de Pâques et la Nouvelle-Zélande, et qui peut être considérée comme la plus grande épopée de navigation humaine. La conquête du Pacifique et surtout son expansion vers la Polynésie lointaine, qui se déroula entre 800 avant Jésus-Christ et 1200 après Jésus-Christ, peut être considérée comme la colonisation humaine la plus risquée et la plus impressionnante en regard des immensités océaniques traversées sur des pirogues doubles ou des canoës à balancier qui, s'ils étaient de véritables chefs-d'œuvre de navigation traditionnelle conçus pour affronter des traversées océaniques de plusieurs milliers de kilomètres, n'en demeuraient pas moins de frêles constructions face à l'immensité du Pacifique. Cette colonisation territoriale ne découlait pas d'un désir de conquête, mais plutôt de conflits internes à des sociétés humaines qui poussèrent des hommes à quitter leurs îles paradisiaques sur des pirogues ou des canoës afin de trouver leur salut dans la découverte fortuite d'un nouveau paradis insulaire, mais qui se terminait pour la majorité d'entre eux par la mort en mer. Ainsi, la colonisation des îles lointaines du Pacifique fut consécutive à des conflits territoriaux et économiques internes à des populations insulaires. Les îles du Pacifique sont souvent de taille modeste et résultent de l'émergence d'un volcan et de l'apparition d'un lagon corallien, créant un milieu terrestre riche en nourriture végétale et des lagons poissonneux favorables à l'implantation de colonies humaines. Quand des hommes arrivant en bateau découvrent fortuitement ce type d'île et ils s'y installent, et leur démographie, par la richesse du milieu, augmente rapidement jusqu'à générer des conflits territoriaux et caloriques entre familles. Conflits toujours liés à l'espace limité du territoire insulaire. Conflits guerriers codifiés entre les familles et les clans insulaires, tous issus d'un même groupe réduit de primo-arrivants, où les perdants, considérés comme du même sang, ne sont pas toujours mis à mort par les vainqueurs, mais le plus souvent chassés de l'île, en leur laissant la possibilité de construire de vastes pirogues doubles
à canoë et canoës à balancier qui seront remplis de nourriture, de petits animaux d'élevage, vivants et de noix de coco afin qu'ils partent à la recherche d'un autre paradis insulaire comme leurs aïeux l'avaient fait avant eux. Malheureusement, pour les vaincus, la mort en mer est le plus souvent au rendez-vous et seuls quelques rares chanceux survivront à ces traversées en trouvant une île sur laquelle ils réaliseront de nouveau une expansion démographique générant des conflits internes, des guerres codifiées et l'expulsion des perdants. Ce système d'essaimage humain d'île en île, sous la pression démographique, a comme particularité de créer une terrible pression sélective sur les hommes, car ces longues traversées ne permettent la survie que des individus capables de résister à la déshydratation, mais aussi au manque de nourriture, c'est-à-dire aux individus ayant un métabolisme lent et surtout ceux ayant assez de réserves graisseuses pour survivre en mer sans nourriture. C'est pour cela que les peuples du Pacifique sont les peuples ayant le plus grand nombre d'obèses dans leur population, vestige d'une histoire de conquête qui ne laissa en vie que les gros, les maigres mourant de faim en mer et servant parfois de nourriture au gras. Les populations des îles du Pacifique sont donc les peuples ayant le plus d'obèses. Ainsi, les îles Samoa comptent plus de 81% de leur population adulte en obésité, ce qui est le record mondial. Nauru est aux alentours des 75% d'obèses dans sa population, Tonga 74%, Tuvalu 69%. Quant aux autres îles, Kiribati, Micronésie, Marshall, Fidji, les pourcentages d'obèses dans la population adulte avoisinent les 50%. Obésité morbide touchant les peuples du Pacifique qui s'explique par la sélection génétique des gros qui survécurent aux longues traversées océaniques et l'élimination des maigres qui moururent lors de ces longues traversées océaniques. Obésité amplifiée par l'abandon des régimes traditionnels au profit d'aliments ultra transformés importés des continents et une sédentarisation croissante liée au mode de vie moderne. Obésité des pauvres insulaires qui va, pour l'anecdote, jusqu'à modifier le prix des places des avions reliant les îles entre elles. Certaines compagnies ne faisant plus payer la traversée à la place, mais au kilo pour éviter de surcharger en obèses les avions. C'est ainsi que le gras, qui fit survivre l'humanité, devint peu à peu, dans les sociétés modernes industrialisées, un fléau. Les individus ayant tendance à stocker de l'énergie sous forme de graisse, grossissant sous l'effet de la suralimentation et l'absence de crise calorique, enflant jusqu'à mourir de diabète, de problèmes cardiaques ou mourant par manque d'oxygène quand un virus respiratoire venu d'Asie ne permet plus aux poumons irrités d'oxygéner suffisamment un énorme corps couvert et rempli de graisse. Mais rassurons-nous, si une crise économique survient, le maigre, capable de survivre en bonne santé dans un monde pléthorique, fait de supermarchés, de malbouffe et de suralimentation permanente, verra sa survie compromise et sera rapidement détrôné par le gros, capable de stocker pour survivre au manque énergétique, et à la fin, des supermarchés et de la suralimentation. Si le maigre survit en bonne santé en temps de paix et d'abondance, le gros, lui, est dans son élément en temps de guerre, de destruction et de manque énergétique, car lui et lui seul pourra survivre sur ses propres réserves énergétiques graisseuses, quand tout à l'extérieur ne sera plus que ruine et désolation. Voilà, petit texte pour vous parler des gros, pour vous parler de la Grèce qui a fait survivre l'humanité, mais de la Grèce qui maintenant, en période de surabondance, fait mourir les hommes. Voilà, petite vidéo anthropologique pour vous parler des hommes, du gras, des gros et des cycles qui régissent notre monde. C'était Fred Delavier, je vous aime et paix sur terre, mes frères et sœurs.